Allez-y. Coupe ton micro si tu vas aux toilettes quand même. Alors bonjour les amis, vous allez bien? Bah oui, et toi? Ouais, très bien. Voilà. Donc on se retrouve pour cette deuxième saison confinée, Sniff, et j'espère dernière. Et ce soir, on a décidé de faire un format un peu plus original puisque on est en direct sur YouTube pour notre papotage. Et puis on donnera rendez-vous à ceux que ça intéresse la semaine prochaine à la même heure pour échanger en direct avec eux. Et Virginie nous a dit qu'il fallait en parler avec sensualité. Nous allons parler de la XR, c'est-à-dire l'Extended Reality en formation, tous les formats de 360, de réalité augmentée, réalité virtuelle et son usage en formation. Ouais, les filles d'abord, allez. Vas-y, Aurore, on prend le pouvoir. Ok. Tu commences, On je suis. t'écoute. Ouais, bah après, est-ce que déjà tout le monde connaît la définition? Ça, je sais pas, hein, sur ceux qui vont nous écouter maintenant ou plus tard. Donc ça englobe pas mal de choses quand même, la VR, l'AR, tout ce qui est aussi mixte. Et moi, je suis un peu plus sur la VR quand même. L'AR, j'ai pas trop testé, donc je sais pas s'il y en a d'autres qui pourront en parler. La réalité augmentée par la suite. Grégory, peut-être? Top. Sur la VR, après, en expérience, enfin aujourd'hui, c'est un peu compliqué de déployer. Je pense qu'il y a Rémi qui pourra aussi en parler. Et c'est quand même une modalité qui est quand même très utile et en vogue aujourd'hui sur des expériences de formation. En termes de déploiement, nous, on a travaillé dans des grands groupes et on a eu des difficultés à déployer justement à grande échelle. Aujourd'hui, il y a un peu le cas également avec les différents casques. Donc, il y a les choix des casques à avoir. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de sujets là-dessus sur lesquels prendre et lesquels sont les mieux. Et puis, il y a aussi tout ce qui est data. Je parlerai peut-être plus de la data un peu plus tard si le sujet intéresse des personnes. Sur le déploiement, nous, on avait eu des difficultés, je ne sais pas si c'est ton cas aujourd'hui, Rémi, mais des difficultés à déjà à avoir un espace dédié, à faire connaître la solution et globalement, l'adhésion se faisait à partir du moment où on mettait les gens, on leur montrait à quoi ça servait, l'utilité que ça avait, ils étaient hyper emballés. Par contre, grosse difficulté derrière à faire un peu plus de massification. Donc, je ne sais pas là, toi, où tu en es et comment ça se passe, mais c'était un peu ce que j'ai eu, quoi. Là, on commence à avoir un petit peu de recul aussi et on se rend compte que finalement, la conception, c'est presque simple. Le plus compliqué, c'est le déploiement. Contrairement à d'autres trucs sur le digital learning où, en fait, le déploiement, c'est tout petit par rapport à la conception. Là, c'est pas du tout le cas. Et du coup, le principe, c'est trouver des salles dans chaque site, trouver des interlocuteurs. Donc là, je suis en plein dedans pour ouvrir une salle sur chacun des sites. Parce que tant qu'on n'a pas le matériel, on ne peut pas déployer en fait en masse. Et en fait, pour commencer, ce qui est compliqué, c'est que tant qu'on n'a pas le matériel, on ne peut pas déployer. Et tant qu'on n'a pas de projet, on ne peut pas avoir de matériel. Et du coup, on tourne un peu en rond, en fait, parce que tout le monde est partant pour se lancer sur un projet, mais il n'y a pas d'argent en général. Et du coup, dès qu'on dit, il faut qu'on se lance sur ce projet-là, il faut acheter du matériel partout en France. Et on nous dit, non, il faut plusieurs gros projets qui soient tous terminés avant d'acheter le matériel. Et du coup, on tourne en rond, en fait. On fera peut-être un point justement sur le matériel, mais tu peux nous donner une idée, un ordre d'idée de ce que ça coûte pour équiper un poste de travail, parce que je ne sais pas si on donne du matériel à chaque personne conforme, mais on dit je veux peut-être déployer pour que 5, 10, 15, 20 personnes puissent se former en rotation. Ça vaut combien un équipement pour une personne? Ça dépend des casques qu'on choisit, justement, un gros choix à faire sur le type de casque. Parce que ça varie de 300 € à 2000 € pièce.
Et du coup, quand on a 10, 20 ou 30 sites, ça devient vite cher. Et nous, on a fait le parti d'avoir 2 types de casques différents et 2 casques par type de casque. Donc, ça fait 4 casques par site. Du coup, potentiellement, par session, on peut passer 2 stagiaires en même temps, en fait. Du coup, tu parlais de 2 types, c'est autonome et non autonome, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc du coup, il y a le coût du PC aussi derrière, donc il faut ajouter sur ceux qui sont pas autonomes. Ouais, du coup, on tourne autour de 1 500 €, 2 000 € le casque, x2, plus 2 000 € le PC, x2, plus 2 casques autonomes, donc à peu près à 600 € pièce. Justement, quand je disais le cercle tout à l'heure, il y avait déjà des projets qui étaient en cours de conception et les choix de matériel avaient déjà été faits. Et du coup, c'est là la problématique de la VR, c'est qu'une fois que le choix du casque il est fait, c'est excessivement compliqué de revenir en arrière. Enfin, c'est possible, mais il faut avoir de l'argent. Et du coup, voilà, il y avait des gros projets qui s'étaient lancés sur des casques autonomes et des gros projets qui s'étaient lancés sur des casques avec PC. Moi, quand je vous entends, on a eu les mêmes soucis de déploiement. Hein. Je rajouterais aussi la maintenance, parce qu'au bout de quelques semaines, c'est un sujet aussi qui a été soulevé. C'est-à-dire qu'un casque, ça peut être fragile, et il y a ces problématiques de maintenance, et il y a la problématique de support, c'est-à-dire de la personne qui va accompagner les apprenants à l'usage, qui est quand même, de ce qu'on a observé, souvent nécessaire. C'est-à-dire en libre service, sans personne qui accompagne au début, je le conseillerais pas, et 2, ça fonctionne pas très bien de ce qu'on a observé en tous les cas jusqu'à maintenant. Pour l'instant, quand on est dans un grand compte et qu'on n'a pas forcément ces compétences en interne, on s'y lance pas, en tout cas pas sur cette, ce que j'ai envie de dire, cette vraie VR, qui crée cet effet waouh, on est vraiment 100% immersif. Et par contre, à l'inverse, il y a plutôt une VR qui est assez accessible pour tout le monde, qui est ce qu'on appelle ce qui s'appelle la web VR. Et celle-là, oui, pour aller plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde, on fait de la captation 360, on fait des montages avec un peu de modélisation 3D. Budgétairement, c'est viable, ça tient dans le temps. Les mises à jour, elles se font aussi avec les navigateurs, vu que ça se passe sur un navigateur. Par contre, côté immersion, c'est pas incroyable, quoi. C'est une image sur laquelle on clique, quoi. Moi, j'ai vraiment basculé en termes d'approche et de discours vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que pour faire ça sur PC ou sur téléphone, ok, c'est mieux que rien, mais... Tu veux dire on n'y croit pas vraiment? Non. Ça dégrade, en fait. Pour moi, tu utilises le nom d'une modalité, mais du coup, qui est complètement dégradé et qui ne lui rend pas justice. Et je ne sais pas si, du coup, sur le long terme, ça va lui être bénéfique. Ça apporte quoi d'être dans un casque, immergé dans un environnement virtuel? On a quoi comme expérience? On apprend comment? Alors, moi, je vais parler de ce que je connais. Après, je laisserai la main à Rémi qui déploie. Donc, je pense qu'il a des expériences aussi en interne. Ou Lucie, toi, sur plutôt du web VR, du coup, ce que tu as pu mettre en œuvre. Nous, on avait travaillé au départ sur de la prise de parole en public, donc pour s'immerger dans un amphi. Et on avait aussi fait l'expérience en dégradé pour le montrer, en fait, ce projet-là sur mobile. Mais à la base, le projet était développé pour PC, casque de VR. Et l'immersion, ça c'est vraiment un effet waouh, un effet de track, le rideau s'ouvre, on est sur scène, on a l'ambiance sonore parce que du coup, on n'entend plus rien autour, le son est spatialisé, donc on se tourne, on a les voix, etc. Il y a des réactions dans le public par rapport à ce qu'on va dire, parce qu'il y a un formateur qui prenait la main. Et on l'a mis après sur mobile pour justement réussir à ce que les gens continuent à s'entraîner au-delà de chez eux. Donc, c'est un complément. Donc, ça peut être très utile en tant que complément. Et l'apprenant, il avait la même séquence. Donc là, c'était une vidéo qui tournait et pendant 3 minutes, il pouvait s'entraîner à pitcher. Donc, il avait un semblant d'immersion. Mais si on fait d'abord essayer ça et après le casque de VR, l'effet waouh, il est sur la VR. Il ne va pas être sur l'effet mobile. C'était vraiment un complément et un entraînement supplémentaire. Nous, c'est principalement reproduire des endroits où on peut difficilement y aller pendant les formations.
et, parce que logistiquement, c'est compliqué, etc. Et du coup, il y a aussi le fait que ce soit dangereux. Il y a certains endroits qui sont dangereux, ou les formations incendie, par exemple. C'est un truc tout bête, hein. En fait, on n'a plus le droit d'utiliser des extincteurs poudre parce que ça pollue trop pendant les formations. Donc, on a encore moins le droit de mettre le feu à des palettes, chose qu'on faisait il y a quelques années. Ça, c'est depuis les Gilets jaunes ou ça n'a rien à voir? Ouais, on n'a plus de palettes, en fait. Tellement qu'on brûlait qu'il n'y en a plus. Et, non, ça fait des années qu'on n'a plus le droit de brûler des trucs. Du coup, ça se fait avec, en gros, des réchauds gaz, et puis on crache un extincteur dessus. Et l'extincteur poudre, en fait, la poudre, elle est ultra corrosive et très polluante. Et du coup, on n'a pas le droit de s'en servir. Donc, c'est soit on ne fait pas, soit on le fait en VR. En VR, il faut réellement bien faire le geste, parce que c'est la machine qui va éteindre si on a bien fait le geste. Par contre, on n'a pas l'effet de chaleur ou l'effet de recul. Donc, mais on peut le faire 30 fois par jour si on a envie, et on n'a pas abîmé la planète en utilisant des extincteurs poudre. Elle est marrante, cette conversation qu'on a là, parce qu'elle ressemble à celle d'il y a 6 mois, elle ressemble à celle d'il y a 1 an, et elle ressemble à celle d'il y a 2 ans. Comme s'il n'y avait pas eu de progrès alors qu'il y en a eu. Moi aussi, je suis de l'avis que photos et vidéos ont leur place. Quelle qu'en soit la valeur intrinsèque, en témoigne l'actuel festival, dont je n'ai plus le nom, il ne me revient évidemment pas au moment où j'en ai besoin, mais c'est en ce moment même que se tient un festival qui fait la part belle à la narration, à 360 degrés, et on a des projets qui sont présentés en vidéo comme il y en a en 3D. D'ailleurs, c'est un sujet, tu pourras aussi en parler, Grégory, je crois que c'est un sujet sur lequel tu interviens avec quelqu'un avec qui on avait discuté lors du premier confinement, qui est Gérard Bernasconi, j'écorche son nom, qui serait le mieux placé pour en parler. Moi, j'ai l'impression qu'on est presque dans une situation en fait d'évolution normale de l'adoption de la technologie, parce qu'elle vient de tellement loin. Elle était bien installée, bien implantée dans un univers qui est l'industrie principalement, et que cet effort de démocratisation demande du temps. Aujourd'hui, ce sont des technos qui font leurs preuves, qui progressent bien. On aurait peut-être aimé que ça aille un poil plus vite, mais enfin, je pense que oui, il y a aussi, de notre côté, hein, dans nos métiers, il y a quand même aussi des efforts narratifs à faire. C'est quelque chose, moi, que je sais pas, c'est quelque chose que j'aimerais retrouver plus souvent. On peut en espérer quoi pour revenir encore une fois à l'iPhone, c'est-à-dire au truc le plus théoriquement démocratique, bien que l'iPhone ne le soit pas. Mais... Vas-y, tu as dit iPhone à 22 minutes 17, tu auras le droit de changer ton iPhone, donc c'est bien. On a eu une conférence avec un des responsables d'un centre de recherche des sapeurs-pompiers des Pays-Bas, je crois, qui expliquait que justement, eux, ils font des tests en réalité virtuelle pour la lutte contre les incendies, parce que ça leur permet, vous l'avez dit aussi, hein, ça leur permet de refaire plus de tests en coûtant moins cher et en faisant cramer moins de palettes, ce qui est déjà bien pour l'environnement, mais ça permet de suffisamment bien contrôler le scénario pour faire monter l'adrénaline comme il faut et amener petit à petit les gens à rester calme dans des situations compliquées. Donc, c'est aussi un des avantages de la réalité augmentée. Donc, il y a 10 ans, il y a 5 ans, aujourd'hui, évidemment, hein, avec un truc comme ça qui fait 300 €, en termes de matériel, le prix est descendu, bien que je sois d'accord avec vous. Le matériel, c'est juste une toute petite partie du problème. Il y a tout le reste derrière. Et le reste est un peu compliqué des fois à gérer. Mais par contre, on voit arriver. Alors, pour répondre aussi, est-ce qu'il y a une évolution? Les casques de réalité virtuelle, c'est vite fait. Hein, la durée de vie moyenne, c'est 1 an. Je suis désolé de vous le dire, mais quand vous regardez à peu près les casques, c'est 1 an. Vous achetez un truc maintenant, dans 1 an, il sera obsolète. C'est pas qu'il marchera plus, c'est que il y a de grandes chances que le constructeur qui vous l'ait vendu ait fait un nouveau modèle et décide de plus supporter l'ancien. C'est du numérique, hein, il faut bien faire de l'argent comme on peut. Donc, c'est une contrainte aussi qui est un peu dure, parce que comme c'est Rémi qui a dit, on fait avec l'existant le parc qui existe, sauf que si le parc, par exemple, il est constitué d'Oculus Go,
que vous connaissez bien, le joli casque qui a été vendu il y a un an et demi par Oculus, qui est super bien, qui est petit, qui est pratique, qui est autonome. Bah, aujourd'hui, il n'est pas officiellement arrêté, mais Oculus vous dit que officieusement, vous allez pouvoir l'utiliser pour caler vos meubles. Donc forcément, si vous avez investi 10 000 Oculus Go, même pas cher, ou même un parc de 20 ou de 30, retournez vers votre client en disant, au fait, pour continuer mon projet, il faudrait revoir tout le parc matériel, là, parce que ça marche plus. Donc tout le parc matériel, toute la solution de gestion logicielle derrière, peut-être tout le contenu aussi. Ça commence à faire. Justement, il y a des standards. On a bien compris que la question de coût et d'obsolescence du matériel était un des facteurs qui a freiné le déploiement plus que les idées, même si je rejoins Nicolas sur le fait qu'il y a des progrès à faire sur la narration 3D. En tout cas, c'est pas assez démocratisé. Mais est-ce qu'il y a des standards? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire un produit de formation VR, XR, 360, Virginie nous a dit que c'était un peu plus facile, un peu plus accessible. Mais il faut que je choisisse mon camp. Et est-ce que je peux déployer sur plusieurs types de casques? Enfin, comment ça se passe aujourd'hui? Alors, ça se passe bien. Je vais le dire comme ça pour être optimiste. Si tu veux déployer sur un certain nombre de casques, il est clair que le WebVR, alors juste quand on dit WebVR, enfin, tout le monde comprenne bien, hein, c'est-à-dire qu'on se branche sur l'équivalent d'un site web et on a une expérience immersive, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un casque, on peut utiliser des fois un ordinateur et un écran et on rentre dans un univers en 3D qui est un site web, entre guillemets. La technologie derrière, peu importe, mais en tout cas, c'est aussi facile que rentrer sur un site web. Si tu fais ton expérience avec cette technologie-là qui est en cours de normalisation, tu peux dire que tu es à peu près le plus portable. Tu vas pouvoir être utilisé sur plein d'outils à la fois. On comprend que les éditeurs de solutions, ceux qui ont potentiellement le plus d'argent à gagner dans ce marché, ont un intérêt à la standardisation, mais pas trop. C'est pour ça aujourd'hui que quand tu développes quelque chose pour iPhone, par exemple, tu vas avoir des spécifications, tu vas avoir des fonctionnalités supplémentaires que tu n'auras pas si tu développes pour Android, par exemple, ou en WebVR. Et le LiDAR est quelque chose de particulier. Ça va permettre des expériences, alors plus de réalité augmentée, c'est plutôt comme ça que je le vois en tout cas, parce que ça va permettre de positionner des éléments pour de la formation extrêmement facilement. Tu vas pouvoir, à travers un iPhone pour l'instant, hein, il n'y a pas de casque. Les lunettes d'Apple, vous voyez, je les ai là, elles arriveront dans 2 ans. C'est pas vrai, hein, c'est pas ça. On ressemblera à ça normalement. Donc on aura tous l'air comme ça et on se regardera comme ça. Et Apple nous vendra ça quelques milliers d'euros et on pourra probablement faire des expériences qu'on ne pourra pas faire avec les HoloLens de Microsoft. Juste, j'aimerais rebondir sur quelque chose parce que je suis très surprise. On a une technologie, la WebVR, qui est quand même, je trouve, mûre. Aujourd'hui, on peut, avec 300 € s'acheter une caméra, faire une captation sur le terrain. Cette captation, la mettre dans un logiciel, aussi simplement qu'on pourrait faire des slides sur PowerPoint. Il faut être honnête aussi, ces outils maintenant, ils sont vraiment très accessibles. Et avec, c'est quand même le métier, hein, quand on fait la formation, de faire la conception pédagogique, avec un petit peu de créativité, avec une situation bien pensée, une mise en scène, un environnement, on peut créer une vraie expérience de formation. Et aujourd'hui, je suis étonnée de voir tout le monde se ruer sur la réalité virtuelle parce que bon, on est confiné, parce qu'on veut faire de la formation innovante ou quoi ou qu'est-ce. On a de plus en plus de monde qui ont du mal à utiliser les gâchettes. Hein. On n'est pas tous nés geeks dans l'âme et on n'est pas tous super habile avec les outils. Et à mon sens, aujourd'hui, on a de la WebVR qui est sous-exploitée, où on dit oui, bah, c'est pas terrible, je l'utilise pas, voilà, alors que vraiment, ça a du potentiel. Et par contre, on a un futur avec de la VR haptique
qui vraiment là aura, je pense, tout son sens dans la formation. Et puis entre les deux, on a une ERA aujourd'hui qui commence vraiment à être mûre et qui commence à... Enfin, moi, je vois dans la ERA la prémisse de mes futurs projets innovants. Ces deux outils-là, je trouve que c'est bien parce qu'on peut faire du tracking, on peut faire des choix conditionnels. S'il a fait ça, alors il va se passer ça. Et alors là, on se retrouve dans l'univers du jeu vidéo. Tu as une histoire à raconter, il va t'arriver quelque chose en web VR. C'est pas encore... Alors, c'est peut-être le mot VR qui n'est pas à sa place là-dedans, parce que nous, on imagine la VR incroyable. Le risque, c'est qu'on fasse comme d'autres modalités, c'est qu'il n'y ait pas de scénarisation, du coup que ce soit creux, qu'il n'y ait pas de contenu, enfin voilà, qu'il y ait juste du contenant. Et des quiz. On n'exploitait pas les possibilités de cette modalité. Hein. Tu posais tout à l'heure la question, Philippe, de comment on apprend. Alors, encore une fois, moi, je parle pas de VR parce que je connais très peu, mais plutôt en vidéo 360. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est flagrant quand on discute avec les apprenants. En fait, c'est que il y a une mise en mouvement. On peut pas en 360, on se déplace pas, on tourne, voilà, on tourne la tête, etc. Les mouvements sont limités. Mais il y a une mise en mouvement qui nourrit la curiosité. C'est-à-dire que quand on apprend, normalement, un des ressorts pour engager l'apprenant, c'est d'aller chercher sa curiosité. Et je trouve que cette mise en mouvement intellectuelle, quand on met un casque voilà, et qu'on a une expérience 360 devant soi, elle devient une mise en mouvement physique et ça accroît en fait cette curiosité, ce cheminement qu'a l'apprenant dans son apprentissage. En tout cas, ouais. Là, je te rejoins. Je pense qu'en effet, un médiateur est important. Ce que moi, j'avais pas réalisé il y a plus d'1 an. Je me disais, ouais, gentiment, c'est bon, on met le casque sur la tête et il roule ma poule. Mais en fait, non, pas vraiment. Quoi. C'est pas comme ça. On est tous dans le domaine de la formation, donc on connaît tous le séquençage habituel en 3 étapes de nos bons vieux modules de formation depuis très longtemps en e-learning, l'apport théorique, la mise en pratique et l'évaluation. Ça se passe comment en XR? Il y a ces 3 étapes, elles sont entremêlées, on parle plus du tout de la même chose. Comment ça se passe? C'est différent. Enfin, pour l'évaluation, en tout cas, moi, je peux en parler. Tu vas évaluer de manière complètement différente. En fait, l'évaluation va se faire un peu comme un formateur, un observateur. Tu vas pouvoir croiser plein de données entre elles. Tu vas pouvoir voir si la personne elle s'est bien déplacée au bon endroit, si elle a regardé l'objet. Enfin, tu as de l'eye tracking. Tu vas pouvoir. Tu peux aussi t'affranchir des manettes. On n'en a pas parlé, mais à partir du moment où, imaginons une grande salle, on n'est pas obligé d'avoir des manettes. On va pouvoir se déplacer entièrement dans l'environnement. Et après utiliser ses mains pour prendre les objets. Donc ça se développe, ça marche de mieux en mieux. Donc c'est déjà une belle avancée pour ceux qui sont pas à l'aise avec les manettes. Et après, il faut une pièce assez grande. Donc c'est l'autre contrainte derrière. On peut pas tout avoir aujourd'hui. Mais je pense que d'ici quelques temps, on pointera du doigt et puis on pourra se déplacer comme ça. Et si c'est peut-être déjà à l'étude, j'en sais rien. J'avoue que j'ai pas regardé plus loin que ça. Mais l'évaluation, elle va se faire par effectivement plein de croisements en fait de données. L'apprenant, il va avoir des objectifs à atteindre, comme s'il devait les faire dans la vraie vie. Donc, il va pas cocher des cases, il va les faire dans l'ordre qu'il veut. En fait, il va se déplacer dans son environnement. S'il a envie de faire une première action et que ça n'a pas d'impact sur la suite, ça va marcher. Et s'il le fait pas dans le bon ordre, on va lui indiquer, il y a plein de méthodes après pour lui expliquer que c'était pas dans cet ordre-là, qui a le droit à l'erreur, en fait. Et justement, il est là pour répéter des erreurs et ne plus les faire après dans les cas réels. Donc, en fait, l'évaluation va vraiment se faire en croisant plein de données, que ce soit le regard, que ce soit la position de l'apprenant, l'ordre des actions, l'ordre des séquences, si elles se sont bien enchaînées, etc. Donc, c'est ça qui est riche, c'est ça qui est vraiment intéressant avec la VR, contrairement à juste un quiz qu'on va avoir. Enfin, là, c'est pas pour discréditer ou quoi que ce soit, mais globalement, dans la web VR, tu vas être plutôt sur un quiz ou ce genre d'évaluation, ou s'il a vu toutes les séquences. En VR, on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on a beaucoup plus de données. On a d'ailleurs énormément de données et beaucoup trop de données. Je pense qu'il faut le prendre en compte. Et les ingénieurs pédagogiques, aujourd'hui, ne sont pas tous formés à ça, quoi. Ou en tout cas, ne connaissent pas assez la VR pour créer une expérience de bout en bout. Et
voilà, c'est ce Que la genre. VR, à mon avis, hein, Aurore, si tu veux, encore une fois, c'est la lacune de ce que l'on connaît aujourd'hui dans l'exploitation qu'on fait de la VR, c'est-à-dire qu'on écrit pour un apprenant. On n'écrit pas pour l'écosystème qui est celui de l'apprenant dans sa situation de travail. Rémi décrit des situations, j'en connais quelques-unes dans son métier ou dans d'autres métiers que vous représentez pour certains d'entre vous, où ce sont des opérations qui ne se font pratiquement jamais seules, qui se font à plusieurs. Et ce qu'on ne retrouvera pas dans les contenus qui vont être créés pour ces mises en situation-là, on ne va pas retrouver, parce qu'aujourd'hui c'est trop compliqué, c'est encore trop coûteux que de faire du multi-rôle, on ne va pas trouver dans l'écriture cette abstraction des rôles manquants au réel dans l'expérience. Enfin, je ne sais pas si je suis clair là. Mais combien de fois, nous au début on ne le faisait pas, maintenant on le fait, mais honnêtement au début on ne le faisait pas. Combien de fois un concepteur qui démarre et qui, à la rigueur, ne connaît pas cette écriture, je l'entends, on a tous démarré un jour ou l'autre, et on a tous fait des erreurs, franchement, nous les premiers. Mais c'est de se dire, maintenant, quand on va faire du repérage, on fait de la prise de vue, et les concepteurs, ils commencent pas à écrire tant qu'ils ne sont pas immergés dans ce qu'on a fait de prise de vue, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas immergés dans l'environnement. J'aurais envie de dire que plus il y aura de clients et plus il y aura d'agences qui essuieront les pots cassés de cette modalité qui est malgré tout encore très innovante, plus vite on ira. Et de toute façon, oui, c'est pas parfait, il y a encore plein de choses à découvrir, mais quelle innovation est sortie d'un chapeau parfaite dès les premiers pas. Donc, faut continuer, quoi, faut insister, faut pas lâcher. On parlait du matériel juste un instant, juste par curiosité, on en est à peu près où? Parce qu'on a bien compris que c'est un peu la fête au niveau des casques, que les manettes, on va réussir à s'en défaire, mais elles avaient peut-être des inconvénients, mais un avantage, c'est qu'elles nous renvoyaient des informations par l'intermédiaire de leur vibration. Si on s'en débarrasse, je m'interroge un tout petit peu. Mais voilà, pour ne plus suivre immensément les développements matériels, on en est où en casque et en accessoires complémentaires, principalement ceux pour les retours haptiques, pas que les retours, mais pour l'intégration des dispositifs haptiques. Alors pour les mains, des infos fiables. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Pour les mains, tu as des gants qui existent où ils sont en train de travailler sur le retour de force. Donc pour vraiment comme si tu prenais un objet. Donc tu as des espèces de câbles en fait qui tirent sur le doigt et qui reprennent cette force-là. Donc mais ça coûte cher, ça ne sera pas demain. Donc c'est vrai que ça évolue. Après sur les PC aujourd'hui avec un PC à 1500 €. Alors qu'avant, il fallait des PC à 3 000 à 4 000 € portables. À 1 500 € un PC portable et un casque à 400, tu as de la super VR. Ok, merci les amis. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire d'essentiel sur la XR en formation, à part vite que ça arrive? Moi, j'ai hâte de voir le multijoueur. Enfin, on arrive à faire du 2 joueurs, 2-3 joueurs. Mais en formation, on a besoin d'être nombreux. Alors restons optimistes au moins sur ça. On peut se dire que si peu de monde ont pratiqué la formation en réalité virtuelle, il y a plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde qui ont téléchargé une application de maquillage en réalité virtuelle pour tester du maquillage. C'est pas de la formation telle que vous l'entendez, mais... Tout à fait. Bon. C'est pour ça que je pense que dès qu'on aura réglé, les problèmes de scénario, d'écriture, il faut absolument que, je suis d'accord avec Nicolas, former les ingénieurs pédagogiques et les concepteurs pédagogiques à savoir ce qu'on peut exploiter de ça. Quand on aura réglé le problème un peu de standardisation, mais je pense qu'il suffit juste de laisser le temps et pour que il y ait des choses qui se mutualisent pour qu'il y ait un peu des standards. Et quand on aura réussi à avoir un matériel qui se stabilise et des coûts qui baissent, la demande, elle est là. Tu as raison. S'il y a 1 milliard de gens qui ont téléchargé l'application Je suis belle sur Zoom, c'est qu'il y a de la demande. Voilà, c'est bien. Ça fait une conclusion sur une note optimiste. En tout cas, merci beaucoup de votre contribution, de votre participation. Tiens, on va changer de couleur de fond avant de partir. Voilà. Et à lundi prochain pour répondre aux questions en direct sur Zoom. Yep. Salut. Bye. Bye bye.
Et puis j'espère qu'on va se revoir, pas dans le cadre d'un confinement, mais qu'on se reverra un moment où on parlera et on pourra se montrer des tas de trucs avec des casques rigolos qui pèseront 15 grammes et qu'on aura tous dans la poche. Enfin voilà. 2042. Avant ça, Philippe, on peut peut-être se revoir pour prendre un pot, parce que là, autrement, on n'est pas prêt de voir ensemble. Hein. Moi, j'insiste à chaque fois, mais bon, je vous rappelle que j'ai rejoint ce collectif pour prendre des pots avec vous, hein, pas pour me tourner le cerveau. Hein.